vais revenir sur la thématique de ce premier moment, au cours duquel on va questionner les enjeux de l'innovation culturelle, sociale et scientifique au cœur des médias et des nouvelles technologies. Pour parler de ce sujet, on a le plaisir de recevoir Pascal Kayser, Virginie Spiess et Jérôme Koch. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va sans plus attendre entrer dans le cœur du sujet si vous le voulez bien. Je laisse la parole à Laurie qui va présenter notre première invitée. Oui, alors nous allons commencer par vous, Pascal Kayser. Est-ce que le micro fonctionne? Je ne suis pas certaine. Voilà. Alors, vous êtes arrivé en 2001 à Avignon, vous participez à la création d'un nouveau lieu théâtral, La Manufacture, et développez un intérêt pour l'utilisation de la technologie dans les arts de la scène. À l'origine de plusieurs initiatives innovantes, vous avez notamment participé à la création de la French Tech Culture avec Paul Hermelin, Emmanuel Etis et Olivier Py, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une microfolie, musée numérique impulsée par la Villette. Inscrit dans une démarche à la fois culturelle et sociale, votre plus récent projet, intitulé Oxygène, est lauréat d'un financement Creative Europe de la Commission européenne. Alors, dans un premier temps, pourriez-vous nous parler un peu plus de ce projet et peut-être pouvons-nous nous demander, est-ce que ce projet peut être qualifié d'innovant dans le secteur culturel? J'y vais là avant de présenter les autres invités. Bon, ok. Oui, alors, innovant. Je pense que dans la plupart des projets que je fais, j'essaie toujours d'être innovant. Et bon, il y avait tout à l'heure un débat sur le progrès. Voilà, je pense que une grande partie de notre philosophie européenne issue des Lumières, elle est axée vers l'innovation, vers la créativité. Et pour moi, c'est un enjeu vraiment important. Et en général, alors on peut définir l'innovation de beaucoup de manières. Moi, ce qui m'intéresse dans des projets qu'on peut qualifier d'innovants, c'est le rapport à l'imaginaire. Donc ça peut vous paraître un peu bizarre de parler d'imaginaire, mais on est guidé dans notre vie quotidienne énormément par notre imaginaire, par nos rêves, par les représentations qu'on peut avoir de la vie dans notre esprit, dans notre psychologie, dans notre imaginaire. Et l'imaginaire, c'est la construction de notre créativité, de notre innovation. C'est comment, en fait, nos cerveaux, nos neurones ont cette capacité d'imaginer, de créer, de rêver. Et la culture, en fait, c'est un élément de base de la construction de notre imaginaire. Et donc, il y a cette relation entre la culture, l'imaginaire, qui pour moi est très, très importante. Et l'accès à la culture, c'est l'accès à l'imaginaire. Et l'accès à l'imaginaire, c'est l'accès à la créativité et l'innovation. Donc, il y a des passerelles qui, pour moi, sont extrêmement importantes et où l'imaginaire est un élément assez fondamental. Alors, le projet Oxygène, c'est un projet qui démarre, en fait, puisqu'on l'a lancé il y a quelques mois. Alors, sans refaire le débat dont Damien parlait tout à l'heure sur les politiques culturelles, 50% de la population touchée, etc. Effectivement, c'est à la fois beaucoup, à la fois peu, et c'est très bien de toucher 50% de la population. Et après, la question, c'est effectivement sur un territoire comme Avignon, où il y a un intramuros avec beaucoup de propositions artistiques, culturelles, en plus avec un effet très saisonnier, puisqu'il y a le festival qui est un élément extrêmement saisonnier. C'est est-ce qu'on peut travailler, imaginer un projet sur la périphérie, où on est dans un écosystème extrêmement différent et où on n'est pas avec des problématiques de public, et c'est important de travailler sur le public, de conforter les 50% existants, mais on est sur du non-public. Donc le non-public, c'est des gens qui n'ont pas accès à la culture, parce que, on parlait de bibliothèque tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement de bibliothèque chez eux, et il y a ce qu'on appelle souvent un déterminisme social qui les éloigne fortement de la culture. Et donc,
le projet, il part de là. Alors, il part aussi du fait que, au niveau de la manufacture, on a une histoire, vous avez un peu souligné, parce que c'est un lieu qui a démarré en 2001 et qui, à partir de 2005, a été vers l'extramuros d'Avignon pour avoir accès à des lieux de grande dimension. Donc après quelques années, entre 2001, 2004, 2005, on a eu énormément de demandes d'artistes qui voulaient des grands plateaux. Un grand plateau. Et c'est très compliqué de trouver des grands plateaux. Et ce n'est pas simplement la question de la taille du plateau, mais c'est la question de la logistique autour. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut stocker des décors sans les démonter dans la mécanique du Festival Off, en les faisant glisser, par exemple, sur des roulettes. Et évidemment, ça change. Je reviens à l'imaginaire, mais ça change le type de décor qu'on peut présenter sur une scène, ça change la perception qu'on peut avoir d'un spectacle et l'imaginaire qu'on peut développer à partir de la création d'un spectacle. Et donc, on est arrivé à la conclusion que c'était intéressant d'aller vers des bâtiments industriels, vers des bâtiments de grande dimension, et ça, il n'y en a pas intramuros, ils sont extramuros. Et on a fait pendant 3 ans un projet avec un centre d'aide par le travail, qui faisait des traitements pour des gens qui soit avaient des dérives psychologiques et étaient sous traitement médicamenteux, et soit avaient passé une étape difficile de tentative de suicide. Et ces personnes faisaient de la réinsertion par les métiers du théâtre. Et donc là, on a fait pendant 3 ans un projet où nos équipes travaillaient avec les encadrants et ces stagiaires sur tous les métiers du théâtre. Et puis, malheureusement, cette association a été mise en liquidation après 3 ans. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la patinoire de Saint-Chamond, qui était à 500-600 mètres, et où on a eu l'idée de démarrer ce qui est le plus grand plateau du Off, en fait. C'est une scène énorme qui peut aller de 25 mètres par 15, et surtout qui permet de stocker des décors de plein pied. Et puis là, très vite, s'est posée la relation avec les publics autour, parce que Saint-Chamond, c'est un des quartiers les plus pauvres de France en revenus par habitant. C'est un revenu par habitant inférieur au quartier nord de Marseille, qui en termes de quartier difficile est un peu je vais parler en franglais, le benchmarking, malheureusement. C'est les quartiers nord de Marseille. Saint-Chamond, c'est un revenu par habitant inférieur au quartier nord de Marseille. Et donc, c'est comment on travaille une exploitation pendant le festival d'Avignon avec des artistes qui viennent pas seulement de France, mais d'un peu partout dans le monde, avec ce type de non-public, et comment on crée une interaction. Voilà. Alors là aussi, on a eu tout un cycle de projets. On a fait une web TV critique en formant les jeunes au montage vidéo, au montage son, en leur faisant faire, pour ceux qui connaissent, un projet de type Bondi Blog, ou des mêmes critiques de spectacles dans le in, dans le off, avec un parrainage des metteurs en scène. C'est un projet qu'on a fait pendant 3-4 ans, qui est avec le centre social de Saint-Chamond, qui était vraiment magnifique. Et puis là, on a démarré l'année dernière ce projet Oxygène. Alors, je vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé avant, parce que vous parlez directement d'Oxygène, autrement c'était un peu compliqué. Et Oxygène, en fait, c'est l'idée d'aller un petit peu plus loin encore. Et c'est de se dire, mais finalement, est-ce qu'on peut imaginer un projet où les propositions artistiques ne sont pas faites pour, et en gros les lieux ou les projets artistiques où on fait des propositions pour, c'est des projets où il y a une direction un peu pyramidale, il y a une direction artistique qui fait une série de propositions, et puis voilà, on essaye par des médiateurs, par toute une série de moyens d'amener le public à cette proposition qui est décidée par une direction artistique, ce qui peut être très intéressant dans des tas de configurations et d'endroits. Après, il y a d'autres projets qui se sont développés depuis quelques années, où on essaye de faire avec. Donc, j'étais au BIS à Nantes, qui sont la Biennale internationale des spectacles vivants, et donc voilà, il y avait une scène nationale qui fait avec. Donc, un grand plan marketing, je fais avec. Donc là, c'est de garder une direction, mais on intègre des acteurs du territoire, du secteur associatif, des habitants, etc., dans le projet. On les intègre, mais la décision finale et ultime reste quand même une direction artistique. Et donc là, on est allé un peu plus loin, c'est faire ensemble. Et faire ensemble, c'est encore différent de faire pour ou de faire avec.
Ça veut dire, c'est vraiment placer le projet artistique et l'artiste au centre de tous les acteurs du territoire. Donc des acteurs associatifs, le centre social, une école, une association d'habitants, une association de maires du quartier, maire M-E accent grave R-E, S, et dire bon, comment on peut travailler dans un cadre où on change en fait la gouvernance. Et on a une gouvernance un peu, enfin pas un peu partagée, même strictement partagée. Et donc c'est ça le projet Oxygène en fait. C'est amener une gouvernance partagée avec les acteurs du territoire, amener des résidences artistiques sur un territoire relativement difficile avec cette gouvernance partagée, ce qui veut dire que chaque projet en fait artistique est mis au centre et interagit avec le secteur associatif, une école, un centre social, etc. Voilà. Et donc effectivement, on a la chance d'être lauréat d'un projet Creative Europe, donc c'est ce qu'ils appellent les projets grande échelle avec 9 pays différents, qui s'appelle Centriférie et qui regroupe 9 projets à travers l'Europe qui sont un peu de ce type-là. C'est-à-dire c'est des projets, comme le nom l'indique, centrifériques, qui sont en périphérie de quelque chose. Donc ils sont pas dans des capitales, ils sont soit en périphérie de ville, comme nous à Saint-Chamond, soit en périphérie d'une région. Par exemple, il y a un festival qui est en Haute-Autriche, qui est une région très montagneuse, avec des problématiques d'accès des publics en paysage montagneux, où c'est des routes enlacées, et puis c'est compliqué d'aller d'une ville à l'autre. Ou en périphérie du continent européen. Par exemple, il y a un festival, Walk and Talk, qui a lieu aux Açores, avec toute la problématique de la périphérie du continent européen et de la fuite des jeunes vers le continent, puisque la plupart des jeunes des Açores quittent vers Lisbonne. Voilà. Donc on est très content d'être dans ce réseau, il va y avoir des circulations d'artistes entre les différents pays, des résidences partagées, des présentations de projets dans chacun des pays. Merci beaucoup pour cette réponse très claire et détaillée. On reviendra sur le projet Oxygène tout au long de la table ronde. Je vais me tourner maintenant vers notre deuxième invitée, Virginie Spies. Vous êtes maître de conférence et responsable de l'équipe culture et communication à l'Université d'Avignon. Vous êtes sémiologue et analyste des médias. Vous travaillez en particulier sur la télévision, les réseaux sociaux et la presse people. Vous avez, dans ce prolongement, créé votre propre chaîne YouTube en 2017, intitulée « Des médias presque parfaits », que vous avez créé avec Guillaume Hydro. Et vous y proposez un décryptage des médias. En parlant de vidéo, vous êtes également community manager au Frames Video Festival, un festival qui est porté sur la création et la vulgarisation scientifique. Donc on aimerait d'abord discuter avec vous rapidement des liens entre votre statut d'universitaire et vos autres activités. Avec une première question, en quoi, selon vous, l'usage du numérique peut-il constituer un moyen de faire écho à vos recherches afin de les déployer au-delà du public universitaire que vous avez l'habitude de côtoyer? Ça marche pas. Et du coup, je peux pas répondre. Et merci pour cette invitation et cette journée. Vaste question. En fait, il y a deux choses. En fait, la première, c'est que je crois d'abord que ça m'appartient personnellement. Et je dis ça surtout que je dirige cette équipe de recherche à l'Université d'Avignon et que c'est pas quelque chose que je souhaiterais imposer à tous mes collègues, ni dire il faut faire ça, quoi. Il faut faire une chaîne YouTube, il faut faire des médias pour parler de ce qu'on fait. Ça me ressemble en fait de le faire. Et ça, c'est la première chose qui n'est pas du tout scientifique, mais qui est vraie. Et sincère. Ensuite, évidemment, il y a un aspect pour moi très intéressant et scientifique dans l'approche de faire de la recherche et d'être sur le terrain en même temps, sans être sociologue au départ. Même si j'utilise les outils de mes collègues et que je me fais aider par eux, au départ, je ne suis pas sociologue. Et pourtant, je suis dans le bain, quoi. En fait, au départ, j'ai fait des recherches sur la télévision. Et en tant que sémiologue et analyste de la télé, on n'avait pas besoin d'être à la télé pour l'analyser. C'était bien de faire des terrains, c'est toujours très intéressant de faire des terrains en sociologie, mais on n'avait pas vraiment besoin de ça. Or, avec les réseaux sociaux, il s'est passé quelque chose de très nouveau. C'est que on peut toujours analyser les réseaux sociaux ou YouTube, mais c'est vachement dur si on n'est pas dedans, en fait, si on n'est pas dessus, si on n'utilise pas un tout petit peu
Même si, on n'est pas obligé de pratiquer, mais au moins de comprendre comment ça fonctionne. Ça, j'invite souvent mes étudiants, première, deuxième année, à aller sur Twitter. Et contrairement à ce qu'on pense, ils n'y sont pas naturellement, pas du tout. Loin de là. Vraiment loin de là. Ils sont aujourd'hui, par exemple, plutôt sur Instagram et Snapchat. Assez peu sur Facebook, qui est devenu un média de vieux. Désolée, pour moi-même et pour eux tous. Et surtout sur Instagram, quoi. Et pas sur Twitter, par exemple. Or, je crois que pour un étudiant en communication, par exemple, c'est vachement bien de savoir comment ça marche, quoi. Alors, je leur dis, ne mettez pas forcément votre vie, ne filmez pas les plats que vous allez manger, on s'en fout de ça, mais comprenez comment ça fonctionne, parce que ça fera pour vous la différence quand vous allez chercher un stage, un boulot, un stage à la manufacture, quelque part, et tout ça. Si vous savez utiliser ces réseaux, quand même, c'est mieux, quoi. Et il en est de même, à mon sens, pour la recherche, mais je continue de dire que c'est pas obligatoire. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne, ne serait-ce que, moi qui travaille, je suis en train de finaliser un travail sur télévision et réseaux sociaux, comment pourrais-je comprendre comment ça fonctionne si moi-même je ne suis pas un peu praticienne. Et alors pour YouTube, c'est la même chose. C'est-à-dire que m'intéressant beaucoup justement au phénomène culturel YouTube, travaillant avec les amis du Pandora depuis le début, étant aussi donc dans l'équipe originelle du Frames, donc baignant aussi avec François Thorel, Axolot, enfin tous ces amis qui font des chaînes YouTube culturelles. Alors on s'est dit on va le faire avec Guillaume Hydro et on s'est mis donc à faire cette chaîne qui s'appelle Des médias presque parfaits. Et alors, ça m'a permis d'avoir deux choses géniales. D'abord, de beaucoup m'amuser. Ça, c'est ce que je préfère faire dans la vie, quand même. Et donc, de communiquer la recherche autrement. Un exercice super dur. Même si j'ai l'habitude de parler un peu dans les médias et tout, c'est pas du tout la même chose, en fait. Que de se dire, tiens, on va faire tel sujet. Pourquoi la télé-réalité intéresse les gens? Et on va le faire entre 8 et 10 minutes. C'est vraiment pas facile, donc ça demande vraiment un exercice d'écriture, de mise en image, de montage, qui est super intéressant. Après, c'est difficile d'être vu, c'est difficile d'arriver, enfin tout est compliqué, mais super intéressant, et ça me permet de beaucoup mieux comprendre maintenant que je suis à l'origine de projets scientifiques sur les vidéos du web en même temps, j'ai fait tout ça en même temps, de beaucoup mieux comprendre comment ça marche en fait, parce que je suis dedans et dehors. Donc ça, c'est assez intéressant et assez amusant. Et au-delà de ça, là, c'est aussi quelque chose qui m'appartient, mais auquel je crois profondément. Ça, vous le savez, parce que je suis aussi votre prof dans la vraie vie. C'est que, en effet, c'est bien en fait de sortir de l'université. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est bien en fait de raconter ce qu'on fait à d'autres publics qui sont jamais à l'université, qui n'iront pas. Moi, je pense aussi, par exemple, pour mes vidéos, aux parents de mes étudiants. Et mes étudiants, ils peuvent dire à leurs parents, tiens, regarde, tu vois, on fait ça aussi à la fac. Voilà, ça c'est les sujets de recherche. Et du coup, ça pour le coup, alors, je réfléchissais à votre question, on y reviendra après sur l'innovation. Je ne sais pas si ça c'est de l'innovation, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une façon de faire sortir de façon vraiment décomplexée et tranquille aussi. En se disant, c'est pas parce que je suis un universitaire, un enseignant-chercheur, que je dois mettre des mots compliqués partout et que je dois rendre le propos complexe. Du tout, c'est pas ça le truc. Mais je suis pas non plus un journaliste. Vous voyez, donc c'est toute une position en fait, essayer de réfléchir à ça et puis y aller tout simplement avec de la simplicité qui ressemble en fait finalement à ce que vous faites, c'est-à-dire aller vers d'autres publics. Et en fait, ce qu'on fait aussi du coup avec des MPP, c'est qu'on va présenter des MPP ailleurs. On fait des fois des conférences, on montre une vidéo, on va dans les écoles, dans les collèges, mais dans les médiathèques. On nous demande une conférence, par exemple, sur la télé-réalité ou les jeunes et les réseaux sociaux. Et on fait une conférence et on montre une vidéo. Et du coup, voilà, on casse un peu les murs, en fait, autrement, et assez simplement. Je ne me rappelle plus de la question, mais en gros, c'est ma réponse. Mais vous y avez répondu. Je passe maintenant la parole à Jérôme Koch. Donc vous êtes responsable communication et presse chez Ardenome, qui a été créé et financé par EDIS, qui est le premier fonds de dotation français dédié à l'art des nouveaux médias, qui a été créé en 2012 et qui se situe aujourd'hui dans l'ancien grenier à sel à Avignon. Vous travaillez en lien direct avec les acteurs du territoire, plus précisément le Grand Avignon, et vous êtes également graphiste et illustrateur. Alors, EDIS se définit comme un acteur culturel du territoire et un mécène en soutenant et en programmant des créations artistiques innovantes.
Est-ce que vous pourriez revenir dans un premier temps, nous en dire un petit peu plus sur Edis et donc sur Ardenome, et également nous préciser un petit peu ce que représente, selon vous, cette création artistique innovante? Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation. L'innovation, c'est un vaste domaine. Edis, c'est un fonds de dotation qui a été créé par une personne qui s'appelle Régis Roquette, qui est notre principal mécène aujourd'hui au sein du fonds. C'est une personne qu'on peut qualifier de philanthrope, comme il en existe très peu aujourd'hui, mais il en existe encore, heureusement. Donc cette personne, en 2012, a décidé de faire profiter, de partager la chance qu'il avait d'avoir des moyens financiers. Il a commencé à explorer des domaines et puis il s'est rendu compte que dans le secteur de l'art et notamment de ce qu'on a défini comme art des nouveaux, enfin ce qui est défini comme l'art des nouveaux médias, il n'y avait pas grand-chose. Et aujourd'hui, les artistes, beaucoup d'artistes qui sortent des écoles, de jeunes artistes, mais pas que, il y a des artistes depuis les années 60 qui déjà utilisaient des technologies, n'avaient pas forcément de structures sur lesquelles s'appuyer ou pouvant demander des aides pour soutenir leurs projets et les aider à pouvoir les réaliser. Donc Edis, c'est déjà avant tout l'histoire de M. Roquette, c'est la contraction de deux prénoms, qui est le prénom de sa femme, Edith, et Régis. C'est un acronyme. Ardenome, c'est la même chose. Ardenome aussi est un acronyme qui signifie Art des nouveaux médias. Médias sans S, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on distingue les médias de masse type radio, TV, presse, des médias qu'utilisent les artistes, les médiums. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'S à médias dans Art des nouveaux médias. Ce n'est pas les médias de masse. Donc c'est cette décision d'avoir choisi un lieu pour permettre de programmer, de proposer au public, comme le disait Pascal, les publics sont quand même le cœur, et les artistes aussi, évidemment. Il y a toujours un projet au centre. Donc est venu cet achat de cet ancien grenier à sel, qui est un lieu patrimonial, qui est classé, monument historique, qui est un lieu cher aux Avignonnais, qui était un peu endormi depuis quelques années. Et donc on a eu la possibilité de l'acquérir et donc d'en faire un lieu culturel avec une programmation pluridisciplinaire, une programmation transversale, mais avec un état d'esprit où on ne s'enferme dans rien. Justement, Edis c'était beaucoup connoté ou qualifié art numérique. L'art numérique, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Ça regroupe plein de choses. Alors c'est un langage qui parle à certains publics, mais voilà, quand on parle d'innovation, justement, l'art numérique, pour nous, ce n'était pas forcément, logiquement, légitimement innovant. Dans l'innovation, il peut y avoir une manière de penser, évidemment la création, des idées, plein de choses qui viennent se croiser et qui justement permet de créer des choses assez surprenantes ou du moins qui marquent le public. Et donc l'Ardenome, c'est un lieu qui est ouvert malgré tout, qu'on soit dans un endroit un peu reculé du centre-ville, mais qui s'ouvre à l'extérieur. C'est vraiment, en tout cas, une envie profonde chez Edis, comme le transfert de connaissances, toutes ces notions-là qui sont très, très importantes chez nous. Et on tend vers ça, apporter un maximum de soutien à la création, au projet artistique, qu'il soit local ou d'ailleurs. On va essayer de balayer un maximum de territoires. Évidemment qu'on s'appuie et qu'on soutient avant tout le nôtre, mais voilà, pas que. Et aussi pour attirer du public de l'extérieur, pour
pas rester entre soi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Merci beaucoup. Alors maintenant que l'on vous connaît tous les trois un peu mieux, on va passer à des questions davantage transversales et on vous invite chacun à prendre la parole lorsque vous le souhaitez, lorsque vous souhaitez répondre aux questions. Alors que ce soit en concernant les habitants de la périphérie ou en vulgarisant des recherches scientifiques par le biais du numérique ou encore en permettant l'accès à la création artistique d'un plus grand nombre, on perçoit à travers vos projets respectifs, en plus de partager des richesses artistiques, culturelles et scientifiques, l'envie de se rapprocher des publics. Donc finalement, on peut se poser la question, est-ce que l'innovation culturelle serait un moyen pour expérimenter de nouvelles voies vers un développement culturel plus démocratique ? Ou alors, en d'autres termes, est-ce que l'innovation répond à une attente en matière de démocratie culturelle ou de démocratisation culturelle, comme par exemple avec votre projet Oxygène ? Est-ce que vous voyez des parallèles avec... est-ce que l'innovation culturelle, finalement, aujourd'hui, s'ancre dans ces questions de démocratie et de démocratisation J'y vais. En fait, je sais pas, parce que... Bonne réponse, tu vois le truc. Non, mais je me demande si, par exemple, la question de la vulgarisation culturelle sur YouTube, et je sais que ça concerne beaucoup de domaines. Pour ça, le Festival Frame, c'est un très bon exemple à Avignon. Donc c'est plutôt des vulgarisateurs scientifiques, on va dire, mais c'est pas que ça, mais c'est quand même ça. Je sais pas en fait si c'est vraiment innovant en fait de faire ça, parce que finalement c'est juste. Enfin, ils ont un moyen de le faire. Il y a un moyen aujourd'hui qui est numérique, qui est un énorme média qui s'appelle YouTube. Il y a aussi Facebook. Enfin, demain, il y aura peut-être autre chose. Donc, il y a une sorte de moyen. Et ça, c'est grâce, en fait, voilà, au numérique. Comme on disait il y a 15 ans, les nouvelles technologies. On dit plus ça, heureusement. Enfin, il faut faire gaffe, quoi. Mais donc, ça, c'est un moyen, quoi. Est-ce que ça, c'est vraiment innovant ? Là, pour le coup, c'est la chercheuse qui revient là-dessus. Hein. Je sais pas en fait si c'est très innovant finalement, parce que depuis que la science est science, il y a des gens qui la vulgarisent. La grande nouveauté, à mon sens, c'est qu'elle peut toucher plus de monde et plus vite. Et ça, c'est super. C'est magnifique, quoi. Voilà. En gros, sur la question vraiment de la vulgarisation simplifiée, si vous n'aviez que la télé, voilà, vous n'aviez pas grand-chose il y a 10 ans, il y a 15 ans, quoi. Aujourd'hui, vous avez un choix incroyable grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux et tout ça dans un téléphone. Donc ça, c'est formidable. C'est une accélération exceptionnelle pour répondre à votre question en termes d'accès à la culture. Hein. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et aussi tout l'inverse, c'est aussi un enfer en fait, parce qu'on peut aussi faire que des tutos beauté, j'ai rien contre ça, mais ça peut être, moi j'ai coutume de dire, le web c'est le médicament et la maladie, hein, donc, mais c'est formidablement, c'est merveilleux en termes d'accès à la culture. Oui, voilà, l'innovation, elle est liée à mon sens à l'accès, comme le projet Oxygène qui va vers, mais comment on donne l'accès aujourd'hui au public? Il y a 1000 façons de le faire, c'en est une. Nous sommes d'intérêt général, donc on a un écosystème qui nous permet plus ou moins pour le moment de pouvoir offrir, entre guillemets, une partie de notre programmation. Mais effectivement, l'innovation, enfin, l'accès à la culture, l'innovation aide aujourd'hui les publics, quels qu'ils soient, même ceux qui restent chez eux, à pouvoir accéder à des formes culturelles. Après, c'est bien les projets comme Oxygène parce que enfin c'est bien. C'est pas un jugement que je porte, mais c'est simplement qu'il y a une véritable action physique. Et dans un monde où tout est dématérialisé, c'est important d'avoir cette dimension humaine à travers ces outils qui sont très parfois diabolisés. Voilà. Donc après, voilà, tout dépend de la manière dont on le fait. Oui, mais par rapport à l'innovation culturelle, moi en tout cas dans un projet, parce que bon,
vous avez un peu expliqué les projets que je fais par ailleurs. Il y a beaucoup de projets que je fais dans la culture, le numérique, etc. Donc c'est intéressant pour moi d'être ici, de ne pas parler nécessairement avec une casquette culture numérique, parce que d'habitude je suis plutôt convoqué avec cette casquette-là. Et je vais revenir sur l'aspect physique dont Jérôme parlait, qui pour moi est très important dans Oxygène. Mais Oxygène, pour moi, ça traduit quelque part, et c'est là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Virginie, mais c'est bien parce qu'on peut avoir un débat, si je pense que c'est ce qui vous intéresse. On est quand même aujourd'hui, pour moi, dans une crise de la représentativité et de la gouvernance. C'est-à-dire que l'éruption des nouvelles technologies, dont Virginie a parlé, a amené un rapport différent à la consommation culturelle et à l'interaction avec les contenus culturels. Et aujourd'hui, je pense qu'il est de plus en plus difficile à un certain nombre de personnes, de citoyens, d'être simplement spectateurs d'une proposition qui leur est faite et où ils n'interagissent pas avec le choix et le processus. C'est vrai dans le champ culturel et c'est vrai dans le champ sociétal, et quelque part ce qu'on observe avec les gilets jaunes est aussi une traduction de ça. Alors je schématise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est quand même très compliqué dans une démocratie indirecte, puisqu'on n'est pas dans une démocratie directe, nous sommes dans une démocratie indirecte. Et nous élisons des représentants tous les 5 ou 6 ans, et ces représentants prennent un certain nombre de décisions pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société, je dirais, Internet, où en fait il y a presque un effet sur notre cerveau reptilien de j'aime, j'aime pas, je vote ceci, je vote cela, ce qui représente beaucoup d'heures dans notre semaine. C'est vraiment très compliqué d'être dans des processus de consommation culturelle ou même politique au niveau de la vie, je dirais, quotidienne, où en fait on n'a plus rien à dire, si ce n'est tous les 5 ou 6 ans pour des personnes qui vont nous représenter, je dirais. Et voilà, et c'est en fait, je pense, un enjeu important aujourd'hui. Alors il y a des gens qui travaillent là-dessus, démocratie ouverte et autres. Dans les pays nordiques, scandinaves, il y a des processus qui permettent de faire des systèmes de vote. En Espagne, Podemos, au début de Podemos, était basé là-dessus. Donc c'est un mouvement politique de gauche qui s'est construit sur des plateformes citoyennes où chacun pouvait amener ses propositions, et puis il y avait des systèmes de vote, etc. Après, ça a été un peu pollué par un des membres de Podemos qui a pris le pouvoir, mais au départ c'était ça existe aussi. Bon, vous avez par exemple des pays comme l'Islande où la constitution a été établie par des processus de ce type-là, l'Estonie aussi, où il y a des processus de vote, de décision qui se font par des plateformes de vote participative, etc. Donc on est dans des formes, je dirais, de démocratie directe qui utilisent ces nouvelles technologies, qui sont presque dans l'instantanéité de la décision. Voilà. Et donc, quelque part, Oxygène, je pense que dans la réflexion que j'ai eue avec quelques autres, c'est aussi se poser cette question-là. C'est dire, mais aujourd'hui, l'innovation culturelle, est-ce qu'elle est simplement dans le contenu de la proposition, ou est-ce qu'elle n'est pas aussi et surtout dans la gouvernance et dans ce qui tourne autour de la proposition, et qui évidemment impacte un peu la proposition, un peu ou parfois beaucoup la proposition culturelle. Donc voilà, je pense que cette notion-là, elle est pour moi assez importante, parce que je pense que c'est un des enjeux de notre société d'aujourd'hui, la gouvernance, la représentativité. Alors pour revenir sur la phrase de Jérôme, c'est vrai que par rapport à tous les projets que j'ai pu faire depuis une vingtaine d'années dans le domaine de la culture, et essentiellement la culture numérique, des capitales européennes de la culture, des projets assez importants parfois, en fait je me retrouve là dans un cadre, chaque fois où je vais à Saint-Chamond, j'y vais 1 ou 2 fois par semaine parfois pour des réunions, en fait je me retrouve dans un cadre extrêmement comment vais-je dire, réconfortant, de mixité et de lien social, direct, physique. Et ça, dans notre monde d'aujourd'hui, ça
c'est une valeur énorme en fait, c'est une valeur incroyable. Effectivement que je ne retrouve pas dans les réseaux sociaux, dans les interfaces numériques que je peux avoir. Et il y a là une richesse. Alors, c'est lié aussi au cadre de Saint-Chamond. Quand on fait ce genre de projet, il faut avoir des interlocuteurs sur place, dans le territoire, qui sont bons, qui ont une expérience, qui ont déjà fait ce genre de projet. Il se fait que là, à Saint-Chamond, et moi je ne fais pas de politique, mais il y a une maire de quartier qui est intéressante, compétente, et il y a surtout un responsable administratif qui a une expérience dans ce domaine, qui a fait l'université populaire de Champfleury, qui a fait avant le grand projet que Thomas Hirschhorn, qui est un grand artiste plasticien suisse, a fait dans le cadre d'Avignon 2000, qui était un projet participatif en périphérie d'Avignon, qui a eu toute une histoire un peu compliquée, le monument de Leuze. Mais bref, ce sont des gens qui ont de l'expérience, et donc ils savent ce que c'est un projet culturel dans un contexte compliqué comme celui-là. Et là, c'est vrai qu'il y a une richesse, en fait. Il y a une richesse humaine, directe, physique, et chaque fois que je vais là, pour une réunion, et que je reviens, je me dis, mais malgré tout mon parcours de 20 ans, c'est peut-être là, dans ce projet-là, que en fait, j'ai le plus de satisfaction personnelle, le plus de bonheur en fait, personnel de travailler. Alors que c'est des projets, finalement, qui sont beaucoup plus petits que d'autres projets dans lesquels j'ai travaillé, mais parce qu'il y a ce partage, il y a ce faire ensemble, il y a ce lien physique qui est très fort. Donc l'innovation, je reviens à votre question, elle n'est pas nécessairement dans le contenu culturel ou dans le média, ou les médias, elle est aussi aujourd'hui dans la gouvernance, dans la manière de gérer le projet et dans peut-être aussi la manière de revenir à des décisions collectives, partagées. Je vais juste terminer sur un truc. J'écoutais, je regardais sur un réseau social hier un reportage assez intéressant sur le quotient intellectuel. Et il y a une université américaine qui est une des meilleures universités américaines en sciences de l'information, computer science. C'est Carnegie Mellon. C'est une université qui est à Pittsburgh. Bon, il sait que moi, j'ai habité 2 ans à Pittsburgh, mais bon, là, je suis tombé sur ce truc-là un petit peu par hasard hier. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, il y a des chercheurs à Carnegie Mellon qui étudient le quotient intellectuel, pas individuel, mais des groupes. C'est-à-dire, par exemple, nous, dans cette salle ici, quel est le quotient intellectuel global qu'on peut développer et quels sont les paramètres qui influent sur le quotient intellectuel d'un groupe. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ils ont fait toute une série d'études, évidemment, ce sont des chercheurs universitaires, hein, et le résultat, en fait, il montre que plus il y a de dialogue dans un groupe, plus le quotient intellectuel du groupe est élevé. Et paradoxalement, pour certains, pas pour moi, plus il y a de femmes dans un groupe, plus le quotient intellectuel du groupe est élevé. Donc ça va vous faire plaisir, mesdames. Mais pourquoi ? Parce que les femmes ont justement cette capacité à générer, à créer du dialogue et être à l'écoute de l'autre. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que cette notion de quotient intellectuel, c'est quand même notre capacité à comprendre le monde, à le partager. Et quelque part, en voyant cette vidéo hier qui expliquait cette étude, je pensais à Saint-Chamond parce que je me dis là, il y a vraiment une intelligence collective en fait qui se fait. Et finalement, même si il y a un déterminisme social d'un certain nombre d'acteurs, il ne faut pas se le cacher, à Saint-Chamond, qui ne sont pas des consommateurs de culture, mais il y a une intelligence de groupe dans la volonté de travailler ensemble. Voilà. Donc je pense que voilà, au niveau de l'innovation culturelle, il y a des éléments qui parfois ne nous apparaissent pas comme évidents, qui sont importants et qui dans le monde d'aujourd'hui permettent effectivement de déclencher des processus nouveaux et novateurs. Et ouais, l'innovation, je pense qu'elle est là où on ne l'attend pas en fait. C'est un exemple concret de... Voilà. Quand on me présente un projet, en général, je m'attends à quelque chose comme tout le monde. Et c'est juste, si je suis surpris ou s'il m'emmène dans quelque chose où ça attise ma curiosité, ouais, ça c'est de l'innovation, je pense. Et que ça soit effectivement
dans l'exemple que vient d'expliquer Pascal, dans les contenus, dans la manière dont sont organisés et amenés ces contenus. Donc, il faut parfois réfléchir autrement, prendre les choses sous un autre angle. C'est là où je pense on est innovant. Par rapport, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, pour moi, Twitter en est un très bon exemple, porte en lui, en fait, l'illusion totale de la modernité, quoi, et de l'innovation. Et moi, pour y être allé quasiment depuis le début, et avoir vraiment vécu les meilleures années de l'intérieur, ce truc, en fait, où on peut échanger, rencontrer des gens, et allonger son réseau, vraiment, pour le coup, faire intelligence collective, hein, ça a été quelques années comme ça. Et il y a aujourd'hui Twitter, en fait. Là, c'est dingue, en fait, quand on y pense, quand on voit ce qu'est ce réseau social aujourd'hui, enfin réseau dit social aujourd'hui, qui naît principalement, en fait, des clashs, des disputes, pas que ça, sinon j'y serais plus du tout, j'y suis encore. Mais quand même, en fait, la technique, la technologie est porteuse de promesses incroyables quand on y pense. Et quand on surtout pense que ça n'existait pas il y a 15 ans, en gros, hein, tout ça, rien, il n'y avait rien de tout ça. 20 ans, quoi. Et maintenant, ça existe. Et ce qu'on en a fait, c'est tellement pas bon, finalement, ce qu'on en a fait. Quoi. Voilà, par rapport aux exemples que tu donnes, le côté les gilets jaunes, tout ça, finalement, il n'y a quasiment pas de débat. Alors que ça aurait pu. Parfois, c'est les lieux du débat. Mais c'est loin d'être ça, en gros. C'est les lieux où les gens s'engueulent. J'ai poussé un coup de gueule, d'ailleurs, sur Facebook, il y a quelques jours, là. J'ai craqué, quoi. J'en ai marre, en fait. C'est tellement dommage, finalement, parce que pour moi, il y a vraiment un côté, il y a une innovation incroyable qui est porteuse de plein de choses. Je dis pas que tout est mauvais, c'est pas ça, mais on en a quand même fait un truc pas terrible par rapport à ce qu'on aurait pu en faire. Et je dis pas que c'est pour toujours, parce que ça peut changer. Il y a des usages qui se modifient. Voilà, la preuve, nous, on utilise Facebook ensemble dans les cours et ça marche super bien. Donc voilà, on détourne les objets finalement pour les utiliser, mais il y a quand même une illusion, je trouve, incroyable en fait, de la technique, quoi. Bien sûr, mais la notion d'usage est primordiale. Souvent, on a des visiteurs dans les expositions que l'on propose qui arrivent avec des idées un peu préconçues ou du moins toutes faites. Et puis, ils se rendent compte que, finalement, je prends un exemple concret. L'année dernière, on a fait une préouverture avec l'école d'art d'Aix. Donc, jeunes artistes, la plupart nés dans les années 90, 90. Donc, des enfants de l'informatique, du numérique, de tout ça. Et souvent, on entend dire que les jeunes s'enferment là-dedans. Et en fait, eux, en l'occurrence, j'espère beaucoup d'autres, ont un usage de ces outils qui leur permettent d'appréhender leur environnement et le monde qui les entoure d'une autre façon. Et ils s'expriment tout simplement avec tout cet enrichissement et ces choses qu'ils ont appris au fil de leur croissance, de leur vie. Et aujourd'hui, ils créent des œuvres qui ont du sens avec leur code à eux. Et c'est pas pour autant que c'est devenu des cerveaux ramollis. Donc l'usage, effectivement, est très, très important. La technologie, c'est très prometteur. Ça fait envie, ça fait rêver parfois. Mais effectivement, si on sensibilise pas les utilisateurs à comment se servir de tout ça, ça peut devenir... enfin, voilà. Oui, c'est clair que bon, il y a par exemple dans les cycles élémentaires, il n'y a pas de cours, alors que c'est le moment où les enfants vont avoir accès aux tablettes, à Internet, etc. Il n'y a pas de cours en fait sur l'éthique Internet, sur les usages d'Internet, sur la manière de vérifier, gérer des images ou des informations. C'est pour l'instant, on est complètement absent, alors qu'on sait que ces enfants vont passer assez vite, à 8, 9, 10, 11 ans, un certain nombre d'heures par semaine sur des interfaces, sur des tablettes. Et ça, c'est quand même des enjeux sociétaux sur lesquels, au niveau de l'éducation, etc., on voit qu'on n'embraye pas, en fait. Voilà. Après, moi, je reste très technophile. Effectivement, on n'utilise pas toute la richesse de dialogue, d'échange, etc. Moi, ce que je vois au niveau de la technologie, ce que je trouve
intéressant pour analyser l'innovation que la technologie amène dans une société, c'est l'interaction que la technologie a avec les personnes les plus faibles dans la société. Et si on se balade dans le centre d'Avignon, la plupart des SDF, ils ont un smartphone. Et ça, pour moi, c'est un indicateur extrêmement intéressant, je trouve, parce que le smartphone, moi j'ai eu mon premier iPhone en 2008, j'étais ça aux États-Unis, j'étais tout fier. 10 ans après, c'est relativement court, 10 ans. Les gens les plus faibles dans la société, qui en ont peut-être le plus besoin en cas d'urgence, et d'urgence de mort ou de froid, ils ont un smartphone. Et peut-être que ça, c'est plus important que du dialogue, etc., qui pourrait être certainement réalisé. Par exemple, je prends les migrants. Aujourd'hui, la plupart des migrants, les familles de migrants, se connectent, se retrouvent grâce au smartphone. Et donc on voit que finalement la technologie, elle est très présente sur les gens les plus faibles, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Je ne parle pas de pays en voie de développement. Et ça, c'est quoique certains des migrants viennent de pays en voie de développement et sont équipés en smartphone. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on fait l'inventaire de l'utilité sociale. Et là, on est clairement dans de l'innovation sociale, parce que les gens les plus faibles qui ont la possibilité de peut-être sauver leur vie ou de rester en contact dans des moments très complexes de migration de familles par la technologie, c'est quelque chose d'énorme en fait, et c'est quelque chose qui s'est développé très rapidement en quelques années. Après, sur la notion d'innovation et artiste, là je sors un petit peu du cadre, l'innovation en dehors du champ strictement artistique. Aujourd'hui, dans les analyses qu'on a justement sur ces sauts qui peuvent être amenés, c'est que l'innovation, elle vient souvent de gens de disciplines différentes qui travaillent ensemble en dehors de leur domaine habituel et quotidien de travail. Parce que il faut être dans un cadre qui permet des étincelles, qui permet de l'innovation. Ça peut être l'innovation artistique, culturelle ou technologique. Et donc là, si on regarde par exemple au niveau de la Commission européenne, les stratégies qui essayent de pousser l'innovation, c'est celle-là. C'est de dire on va prendre des gens de domaines, de milieux différents, on va les mettre dans un contexte qui pour eux n'est pas leur contexte habituel où ils ont leurs habitudes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir générer de l'innovation avec des processus de gouvernance partagés, nouveaux, etc. Et donc il y a toutes des techniques, il y a notamment le programme START dans lequel je suis impliqué qui est vraiment ça. Donc, on a toute une logique. Et là, les artistes ont un rôle extrêmement intéressant parce que c'est un peu dans le projet START. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de Jean Villard, qui était très précurseur dans ses relations publiques, dans des nouvelles tentatives, je dirais, de travail, de relations publiques, au-delà du champ strictement artistique. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes, alors on ne va pas définir un artiste ici, parce qu'on est parti pour 1 heure ou 2 heures de débat, mais c'est de se dire, est-ce qu'un artiste aujourd'hui a une valeur ajoutée sociétale uniquement dans le champ artistique, ou est-ce qu'il peut amener d'autres choses dans le champ de la gouvernance, de l'éthique, des relations publiques, etc. Il y a un domaine... On va devoir interrompre la discussion parce qu'il reste seulement quelques minutes avant la table ronde suivante et on aurait aimé laisser la parole au public. Il y a peut-être des questions à poser avant de passer à la prochaine thématique. Bonjour, moi j'aurais une question qui va pour vous trois, mais par rapport à quelque chose que vous avez dit, Madame Spes, vous avez dit que les réseaux sociaux sont des outils formidables, mais que leur utilisation elle est mauvaise. Est-ce que vous pensez, elle était entre autres mauvaise, est-ce que, à travers cette phrase, vous visez les usagers ou les concepteurs de ces réseaux sociaux qui incluent nécessairement des mécaniques pour, par exemple, fausser le débat, par exemple sur Twitter, il faut être ultra réactif, c'est pas un espace pour débattre
mécaniquement? Ouais, c'est une bonne question ça. Merci de leur poser ce truc politique. Les deux, mon cher Pierre, parce qu'en fait, pour avoir vraiment connu cette période de grâce pour moi sur Twitter, où les gens discutaient, s'insultaient pas, rentraient vraiment dans les détails et dans l'échange intellectuel, culturel et scientifique, on arrivait à faire un truc intéressant. Mais au moment où c'est devenu hyper populaire, c'est devenu plus compliqué en fait. Parce que c'est populaire au sens négatif du terme. Au moment où en fait, les gens ils sont juste venus là pour t'engueuler quoi, en fait. Et donc ça c'est, pour moi c'est vraiment la question humaine là. On dit des fois les gens sont trop cons, mais des fois vraiment, hein, ils sont vraiment trop cons. On le voit, ils s'engueulent quoi, ça sert à rien. Et donc ça c'est la faute des gens. Mais bon, je vais vraiment, mesurer le truc parce que en fait c'est d'abord un outil super. Je pense qu'on n'en fait pas forcément l'usage qu'on pourrait en faire ou qu'on a pu en faire. Mais votre question est intéressante parce que c'est aussi, pour le coup, les concepteurs et notamment les foutus algorithmes qui, pour moi, a tout foutu en l'air en fait. Sur tout, Facebook, Twitter, Instagram, c'est la même chose et le même problème. C'est-à-dire que ce qui faisait qu'on arrivait à avoir un débat sur ces réseaux sociaux il y a encore assez peu de temps, c'est qu'on avait le droit de voir les messages tels qu'ils arrivaient dans leur historicité, dans leur chronique, dans le temps, quoi. Vous disiez un truc, même si je ne vous avais pas liké, je voyais ce que vous disiez, et si c'était Damien après, etc. Maintenant, c'est les algorithmes, ce qui fait que même si je vous suis, et que si je ne vous like pas au moins une fois de temps en temps, vous allez disparaître au fin fond de mon Twitter à moi. Alors ça fait qu'en fait, on finit par voir toujours les mêmes gens. C'est normal qu'on s'engueule. Moi, je veux dire, si je vous voyais tout le temps, tous les deux, je finirais par vous engueuler, quoi. Je veux dire, c'est humain, en fait. Vous voyez, c'est ça le problème. Et les gens ne connaissent pas bien ce truc-là, quoi. On finit par voir tout le temps 10 personnes. Donc, vous avez beau suivre sur Instagram un artiste américain que vous adorez. Si de temps en temps, vous n'êtes pas en interaction avec lui, il va disparaître, en fait. Donc, ça fait qu'on a l'air d'être connecté avec 10 000 personnes, et en fait, il y en a 100. C'est terrible. Et donc, c'est là, pour le coup, une question pour moi de concepteur aussi, quoi. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez parlé de l'importance de la sensibilisation de ces technologies numériques. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi brider toute l'appropriation, la création à la fois artistique et médiatique que permettent ces technologies numériques et donc l'innovation, le potentiel d'innovation qu'elles ont? Oui, je pense que vous avez un peu raison. C'est intéressant, c'est souvent intéressant d'avoir du recul, même par rapport aux outils numériques. Je vais prendre une minute pour vous parler d'un projet que j'ai pu produire, accompagner dans le cadre de Mons, Capitale Européenne de la Culture. Il se fait que Google a installé son centre de données européen à Mons. C'est un investissement d'1 milliard d'euros. C'est un des plus gros investissements de l'économie numérique en Europe des dernières années. Et ça s'est fait 2 ou 3 ans avant la Capitale Européenne de la Culture. Donc moi, j'étais un des directeurs de Mons 2015. Et on s'est dit, mais comment on va traiter l'arrivée de Google à Mons ? On ne va pas demander à Google de sponsoriser la Capitale Européenne de la Culture, on va avoir l'air de gros achetés par Google. En même temps, c'est quand même un fait important, etc. Et on a des artistes français, dont une est d'ailleurs originaire d'Avignon, qui sont venus en disant, en fait, on a une admiration pour ce que les ingénieurs de Google ont fait avec Google Street View, mais le problème de Google Street View, c'est que les rues sont désertes et quand il y a des personnes, ils sont floutés. Et donc nous, on voudrait utiliser le potentiel technologique de l'outil Street View pour faire un projet participatif. Et en fait, ils nous ont proposé de faire une cartographie de la ville de Mons en 360 comme Street View, mais en faisant rue par rue un événement avec les habitants et en filmant la rue avec les habitants, suivant une thématique ou un happening donné en 360. Et donc on a fait ce projet, c'était fantastique. Et en fait, c'est un super hacking par des artistes du concept de départ de Street View qui pose les vraies questions. C'est-à-dire,
avec Street View, on a un outil de déplacement qui est génial, mais il y a moyen d'en faire un outil d'innovation sociale et de cartographie sociale exceptionnel. Et donc, quand on a ouvert Mons 2015, il y a eu l'ouverture physique avec des tas d'événements dans la ville, et puis il y a une ouverture en ligne, et vous pouviez le site est toujours visible, streetreview.eu, et vous pouvez visiter chaque rue de la ville en 360. Voilà. Donc là, on est vraiment par rapport à votre question, des gens qui avaient pris du recul, qui n'ont pas foncé dans l'utilisation de Street View, mais parce que c'était des artistes et parce qu'ils avaient cette notion un peu de piratage, de remise en question de l'outil, et ils en ont fait un fantastique outil de participation sociale en utilisant la technologie. Il y a, je pense, plus de 900 habitants qui ont participé au tournage pendant un an. Tous les week-ends, il y avait des tournages, etc. Voilà. Donc c'est souvent intéressant d'avoir du recul. Donc je pense que votre remarque, elle est très pertinente. Après, il faut être un peu entre les deux, parce que il faut quand même maîtriser la technologie, c'est-à-dire pour faire ce projet, il fallait quand même maîtriser les tournages 360, toute la technologie d'imagerie 360 de Street View. Donc il faut quand même, c'est pour ça que moi je suis un Européen convaincu, les plateformes nord-américaines je suis contre. Je pense qu'en tant qu'Européens, on doit avoir nos propres outils, nos propres plateformes, parce que c'est ça qui va créer notre imaginaire de demain. Et il faut maîtriser la technologie parce qu'autrement on est dépendant d'autres et d'autres cadrages, je dirais. Mais je répondrai oui à votre question. Ça peut être dangereux d'être trop dans une démarche de formation ou d'utilisation des outils. Voilà. Mais il faut un peu des deux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question avec cet exemple. Pas sûr qu'on ait le temps de refaire d'autres questions. On va arriver là, malheureusement, à la fin de cette table ronde. Merci encore à tous les trois, Pascal Kayser, Virginie Spiess et Jérôme Koch.